Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans le 20h de ce lundi. Aujourd'hui, 11 février, marque le deuxième jour du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Et il est consacré à la présentation des rapports des leaders sur des projets structurants du continent. Le président Alassane Ouattara a présenté son rapport sur l'agenda 2063. Quand l'agriculture devient un moyen de réinsertion pour les accidentés du travail, le dossier de ce 20h s'intéresse à ces personnes qui ont réussi un retour à la terre grâce à un projet de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Elles sont aujourd'hui environ 20 000 personnes. Nouvelle technologie, un projet de reconnaissance faciale et de paiement a été présenté au VITIB à Grand-Bassam. Afin d'évaluer l'évolution des travaux d'implémentation de ce projet en Côte d'Ivoire, une délégation de la société japonaise NEC a séjourné dans le pays. Au Nigeria, 1500 jeunes de 25 à 30 ans à l'assaut des prochaines élections générales. Leur arrivée dans l'arène électorale est liée à une loi votée en mai 2018. Elle revoit à la baisse l'âge minimum des candidats pour les différents scrutins. Merci de vous informer sur RTI 1. On démarre à Addis Abeba en Éthiopie pour le 32e sommet ordinaire de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara a présenté son rapport sur l'agenda 2063 avec 14 projets phares identifiés. Direction l'Éthiopie avec Awa Touré, notre envoyé spécial sur place. Le président de la République Alassane Ouattara, champion du suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, a présenté son premier rapport à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce rapport d'étape fait d'abord le point sur les progrès réalisés depuis son adoption. Il est encourageant d'observer que 40 des 55 États membres de l'Union ont intégré l'agenda 2063 dans leur document de planification nationale. En ce qui concerne le suivi opérationnel, un cadre harmonisé de suivi et d'évaluation des agendas 2063 et 2030 a été adopté par la Commission de l'Union africaine et les Nations unies. Par ailleurs, 14 projets phares ont été identifiés, dont la mise en œuvre devrait permettre d'une part de créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'autre part de promouvoir le commerce et les investissements transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs chefs d'État ont été désignés champions pour accompagner la réalisation de certains de ces projets, notamment la zone de libre-échange continentale africaine, le protocole établissant la libre circulation des personnes et le passeport africain et le réseau électronique panafricain. En matière de progrès économique et social, l'Afrique a enregistré des performances remarquables au cours de la dernière décennie, avec une croissance économique moyenne de 4,5% par an. Parallèlement, le PIB par habitant s'est accru de 1,6% sur la période. L'agenda 2063 étant un cadre commun pour une croissance inclusive et un développement durable pour l'Afrique sur une période de 50 ans, est confronté à de nombreux défis. D'abord, l'appropriation nationale, dont le niveau, je dois avouer, n'est pas encore suffisant. En deuxième lieu, le faible niveau de coordination entre les acteurs, notamment les commissions économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les autres organes. Troisièmement, la faiblesse des capacités des acteurs dans la plupart des États membres, notamment en matière de statistiques, de planification et de suivi-évaluation. Instrument stratégique pour le développement du continent, l'agenda 2063 de l'Union africaine offre de nouvelles perspectives. Le renforcement de la synergie d'action entre champions à travers le partage d'expériences, le renforcement de la coordination des acteurs clés, Commission de l'Union africaine, NEPAD, CEA, BAD, PNUD, équipe du champion,
impliqués tous dans la mise en œuvre et le suivi de l'agenda 2063. L'accélération de l'appropriation de l'agenda 2063 par les États membres, ainsi que son institutionnalisation et son intégration dans les législations et dans les plans nationaux de développement. Plusieurs rapports pays ont été présentés au cours de cette session, notamment le rapport sur la zone de libre-échange, le marché unique pour le transport aérien, la lutte contre la corruption. Et nous restons à Addis Abeba. Le président ivoirien s'est entretenu hier 10 février avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et aussi avec le nouveau président malgache Andry Rajoelina. Il a été question de la situation des réfugiés en Afrique et de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Awa Touré. Le nouveau président de Madagascar, Andry Rajoelina, au 32e sommet de l'Union africaine pour sa première sortie internationale. En marge de cette rencontre de haut niveau, il a échangé avec le président de la République Alassane Ouattara sur des questions liées au développement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Oui, déjà pour remercier son Excellence Monsieur le Président d'avoir dépêché en fait des envoyés spéciaux pour l'investiture qui s'est déroulée à Antananarive. Et également lors de notre rencontre, je me souviens très bien, en 2012 aux Nations Unies, son Excellence Monsieur le Président m'a bien conseillé sur les démarches à suivre et je suis venu ici pour le remercier personnellement et également pour renforcer aussi les liens et la coopération entre la Côte d'Ivoire et Madagascar même. Comme la Côte d'Ivoire est le premier exportateur mondial de cacao, et puis je me suis dit il faut échanger le savoir-faire et augmenter aussi la capacité de production de cacao à Madagascar. L'Union africaine ayant déclaré 2019 année des réfugiés, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés est venu présenter au chef de l'État la situation des réfugiés et apatrides en Afrique. Nous avons bien sûr fait référence à la situation en Côte d'Ivoire, qui a été un pays exemplaire du point de vue de la création de conditions pour que les réfugiés puissent rentrer. Il y en a presque tous sont rentrés. Il y a un petit nombre qui reste dans les pays voisins. On va trouver des solutions pour ces personnes également, mais aussi dans le traitement des déplacés internes et de l'apatridie. La Côte d'Ivoire a vraiment été un exemple en Afrique et je tenais à voir le président. Pour la deuxième fois, on s'est vu ici il y a quelques années pour le remercier. Notons que 90% des 300 000 réfugiés ivoiriens sont déjà rentrés, selon la direction d'aide et assistance aux réfugiés et apatrides du ministère des Affaires étrangères. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'enseignement supérieur, un projet a été lancé ce lundi. Il vise à la professionnalisation et l'ouverture à l'international de licences scientifiques expérimentales en Afrique de l'Ouest. On passe de l'enseignement au domaine agricole. L'agriculture est aujourd'hui un véritable moyen de réinsertion sociale pour des accidentés de travail. Ils sont environ 20 000 personnes identifiées par la Caisse nationale de prévoyance sociale et réunies en fédération. Focus sur ces associations qui permettent aux accidentés de travail et aux personnes affectées par des maladies professionnelles d'avoir une nouvelle vie professionnelle. Un dossier proposé par Eugène Atoubé. À 6 km d'Ara, dans la région du Moronou, le village d'Assikro, que l'on trouve avant Bonanoué, porte d'entrée dans la région de Lamé. Assikro, bien connu des automobilistes et des usagers de l'axe Kotobi-Bonanoué, pour son marché de vivriers toujours bien fourni en produits, accueille une forte délégation de la Fédération ivoirienne des accidentés de travail et malades professionnels pour la prévention et le progrès. Fiat 3MP. Dans ce village, la Fiat 3MP exploite une parcelle de 13 hectares, dont la totalité est consacrée à la culture de la banane plantée de contre-saison. Nous avons pu, à travers le canal de la Nader, permettre à la fédération d'avoir des variétés telles que les cornes et quelques fraîches, voilà, qui ont été mises en place. Et donc, c'est des variétés dont le rendement varie entre 15 et 30 tonnes à l'hectare. Nous avons commencé à Nguinou,
où nous avons fait de la tomate. C'est la suite prépondérante des projets de réinsertion socio-professionnelle des accidentés du travail. Après Nguinou, nous sommes allés à Agboville, où nous avons fait 6 hectares de manioc et 1 hectare de bananes. Régulièrement, les membres de cette fédération y viennent pour contrôler et suivre le travail. Dans cette plantation que les responsables de la CNPS, invités aussi à Assikro, découvrent pour la première fois, les premiers rejets de bananes y ont été plantés à la mi-mars de cette année. Et pour ce qui est vu, en termes d'évolution de cette plantation, les responsables de la Fiat M3P et de la CNPS ne cachent pas leur fierté. Le projet est apprécié de tous face à la forte demande en bananes plantains à laquelle la région doit faire face. Vraiment, on fait commettre des bananes. Il y a longtemps, on est dedans. On va loin pour aller payer. Comme ils ont fait aussi tout près ici, s'ils nous arrangent, on va venir payer. Le travail qu'ils sont venus faire, moi, ça me plaît. Parce qu'au fait, ça nous donne le courage de travailler. Parce que quand c'est comme ça, ils coupent aussi pour venir vendre. Quand nous aussi, on voit l'argent qu'ils vont prendre là, vraiment, ça nous arrange. Donc, ça nous permet de travailler aussi. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils sont venus faire pour nous. Dans leur champ, les membres de la Fédération des accidentés de travail ont reçu, lors d'une visite, les encouragements et le soutien des autorités administratives d'Ara, représentées par le sous-préfet. Yao Kofi Michel a gardé un souvenir de sa visite en plantant un rejet de bananes. Quand on ne travaille plus, les revenus s'amenuisent. J'ai connu de la CNPS. Les rentes qu'on vous donne, bon, ça ne peut pas suffire. Et là, le courage que vous avez déjà initié ces projets, c'est vraiment un exemple à suivre. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale, qui est la CNPS, a dans ses tests la réinsertion socio-professionnelle. Les accidentés que nous nous sommes mis ensemble pour montrer la voie à notre institution, la CNPS, pour lui dire que nous sommes des accidentés, nous voulons être réinsérés de façon sociale. Et c'est ce projet que nous avons entamé pour montrer à l'institution que nous sommes organisés et qu'elle vienne nous aider pour qu'on puisse multiplier ce genre de projets dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Puisque à la CNPS, nous sommes près de 20 000 accidentés de travail. Ce n'était pas une sinécure pour la Fiat M3P d'obtenir 13 hectares de terres cultivables dans une région où la pression foncière est très forte du fait de l'inclination des populations à l'agriculture et la fertilité des sols. Honneur à cet homme, Alou Klabé, grand planteur et propriétaire terrien à Ara, qui, sans condition, a légué une partie de son patrimoine foncier pour soutenir le projet de relèvement économique des membres de la Fédération des accidentés de travail. Nous avions aujourd'hui 13 hectares de bananes plantains ici. Aujourd'hui, c'est l'un de nos régimes que nous avions coupé. Je pense bien que d'ici 3 mois, nous allons commencer la récolte. Il y a encore 10 hectares à côté. Ceux-là, après avoir fini ça, ils commencent là. Pour partir, tout c'est pour eux. Ça va, j'ai plus que 100 hectares ici. Tout est pour moi. Je n'ai pas de frontières avec limite. La plantation d'Assikro de la Fiat M3P devrait entrer en production dès le mois de juin 2019. Elle va renforcer l'offre de bananes plantains dans la région d'Ara, grosse productrice de vivriers. C'est un symbole de défi, mais encore l'illustration de la volonté des accidentés de travail et malades professionnels de valoriser le travail de la terre comme moyen de relèvement économique. On se rend maintenant à Yakassé-Feyasé dans le département d'Abengourou. Le ministre des Eaux et Forêts ouvre la 23e campagne nationale de lutte contre les feux de brousse, 3e cause de la dégradation de nos forêts. Plusieurs localités du Grand Centre, de l'Ouest, des zones forestières et de la savane sont concernées. Franck Quadio. 16 millions d'hectares de forêt en 1900 à 3,4 millions d'hectares en 2015 et aujourd'hui 2,4 millions d'hectares de forêt. La forêt ivoirienne est en nette dégradation. L'une des principales causes, les feux de brousse. Le ministère des Eaux et Forêts porte alors son action sur la sensibilisation. À Yakassé-Feyasé, 30 km au nord d'Abengourou, est lancée la 23e édition de la caravane de sensibilisation contre les feux de brousse.
À cet effet, nous devons tous nous engager pour une année zéro feu de brousse. Occasion pour le ministre des Eaux et Forêts, Alain Donvaï, de rappeler les précautions à prendre pour éviter la propagation des feux de brousse. Dynamiser aussi l'action des comités locaux de lutte contre les feux de brousse, renforcer les pare-feux autour des plantations agricoles et éviter de transporter des allumettes dans les champs. La tutelle n'omet pas de notifier les initiatives nationales en faveur de la préservation du couvert forestier. La création de plateformes de réduction de risques et de gestion des catastrophes en est une. La signature de plusieurs accords au plan international pour la lutte contre le réchauffement climatique, la protection des forêts et la biodiversité. Ces actions s'inscrivent toutes dans la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui s'engage à réduire de manière significative les facteurs de la déforestation afin que la Côte d'Ivoire atteigne un taux de couverture forestière d'au moins 20% de son territoire national à l'horizon 2030. L'action des ONG de lutte contre la propagation des feux de brousse dans la région a aussi été saluée. Les feux de brousse, rappelons-le, constituent en Côte d'Ivoire le troisième facteur de dégradation de nos forêts selon le ministère des Eaux et Forêts. De Yakassé-Fayassé, on part à Grand Bassam. Un projet de reconnaissance faciale et de paiement a été présenté au VITIB. Afin d'évaluer son évolution, une délégation de la société japonaise NEC a séjourné dans le pays. Jean-Luc Mangbo nous fait le point. Contrôler l'accès au bâtiment à travers la reconnaissance faciale ou effectuer des paiements sans contact grâce à la technologie NFC. Des solutions dont les Ivoiriens devront se familiariser dans les prochains mois. Grâce à un partenariat entre un groupe japonais spécialisé dans les technologies de pointe et une entreprise ivoirienne. Lieu d'implémentation de ce projet, le VITIB à Grand Bassam. Il y a 2 sites qui ont été où justement cette technologie a été installée. Et ces 2 sites sont fonctionnels, donc on est très heureux de ce résultat. Nous en avons profité pour leur montrer nos nouvelles installations. Ce bâtiment symbolise un peu la qualité minimum requise pour les infrastructures attendues dans notre parc technologique. Et nous espérons que la technologie que NEC et son partenaire VIPNet ont développée pourra aussi être installée dans ce nouveau bâtiment-là. En charge de la mise en œuvre de ce projet, l'entreprise ivoirienne VIPNet. La visite que ses responsables ont effectuée au VITIB avec le partenaire japonais a permis d'évaluer l'évolution de ce projet. On est ensemble ici dans le cadre d'un partenariat qu'on a initié il y a 3 ans et justement à notre initiative de vouloir déployer ces technologies-là sur la Côte d'Ivoire. Le VITIB sera la première plateforme qui sera équipée de cette technologie. Nous sommes en pilote sur d'autres clients que je ne peux pas citer, mais qui sont des clients assez, j'allais dire, importants et qui ont adhéré aussi à cette technologie. Entre visite des sites pilotes et évaluation de la mise en œuvre du projet, les partenaires japonais et ivoiriens ont pu approfondir le lien en vue d'un développement optimal de ces solutions innovantes. Les nouvelles technologies s'invitent également dans les formations dispensées par les auto-écoles. L'Union nationale des auto-écoles veut contribuer ainsi efficacement à la lutte contre l'incivisme au volant et les accidents de la circulation dus aux facteurs humains. Le reportage de Francis Boifo. Elles sont accusées, à tort ou à raison, d'être responsables de l'incivisme au volant ou des accidents parce qu'elles sont chargées de former les candidats à l'obtention des permis de conduire. Les auto-écoles veulent amorcer un nouveau départ avec l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC dans les modules de formation. Dans nos auto-écoles, il circule beaucoup d'analphabètes et la mémoire visuelle aide énormément avec l'arrivée des TIC. Ça veut dire qu'on peut ne pas savoir lire et écrire, mais avec la mémoire visuelle et avec l'apport des TIC, on peut pouvoir absorber ou du moins résoudre le problème d'analphabétisme qui existe dans le milieu de l'enseignement de la conduite. Ça veut dire que par exemple les apprenants reviennent à l'auto-école, on leur fait même pratiquement un lavage de cerveau, on leur apprend à voir les accidents qui sont vraiment de nature incroyable. Et quand le gars il sort de cette formation-là, il a du mal à répéter les mêmes erreurs. Parce que là, c'est comme si on avait filmé lui-même en train de faire ces erreurs-là. Et ça porte énormément. Le ministère des Transports soutient le projet de professionnalisation des centres de formation qui enseignent la conduite automobile. Car il s'agit, en tout premier lieu, de préserver des vies humaines. Ou de façon générale, les causes des accidents sont dues dans une grande proportion aux facteurs humains. 95%
disent les études. Un des moyens pour éviter ou pour réduire les accidents, c'est la formation. Nous devons donc tous œuvrer à améliorer la sécurité routière. Cette rencontre de Yamoussoukro est une opportunité pour les responsables d'auto-école de mener des réflexions autour de l'harmonisation du coût et de la durée de la formation en vue d'obtenir le permis de conduire. Elle a été sanctionnée par le renouvellement du bureau de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Guillaume Koko a été reconduit pour un mandat de 4 ans. Lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire, assistance sociale aux personnes défavorisées. 16 bénéficiaires ont reçu du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale des chèques au titre des recours sociaux pour l'année 2018. Jean-Marc Djadji et Amadou Ouattara. Ils sont symboliquement au nombre de 16 bénéficiaires à avoir reçu des chèques au titre des secours sociaux pour l'année 2018 de la part du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les secours sociaux, institués par décret numéro 67-524 du 28 novembre 1967, portant réglementation de l'octroi des secours, sont des allocations attribuées à des personnes vulnérables. Allocations octroyées sous forme d'aide médicale, scolaire et génératrice de revenus. L'année 2019, décrétée par le gouvernement année du social, voudrait dire que l'État a pleine conscience des difficultés que les populations rencontrent et tient à renforcer l'appui et le soutien de la nation tout entière. Ainsi, des actions à l'image des secours sociaux constituent-elles des réponses concrètes à cet élan. Au cours de l'année 2018, 100 millions de francs CFA distribués à 366 personnes, parmi lesquelles ces 16 récipiendaires. Je remercie sincèrement Sima, d'abord au chef de l'État, ensuite au gouvernement, au ministre de la Protection sociale, aussi chargé de l'emploi, et aux autres autorités de ce ministère pour l'aide de laquelle nous avons bénéficié, qui est la preuve de la bonne volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être des personnes, des cas sociaux. Les secours sociaux sont octroyés à l'issue d'une analyse de dossier par une commission des secours regroupant différents ministères, dont le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La gendarmerie nationale vient de démanteler un gang de coupeurs de route. Ils sont 9, ces présumés coupeurs de route qui sévissaient sur l'axe Boisflé-Issia. Ils ont été découverts avec en leur possession des armes. Abou Sanogo. Ils ne séviront plus désormais dans la région de la Maraoué. Ces 8 individus membres d'un présumé gang de coupeurs de route ont été interpellés à Boisflé par les fins limiers de la gendarmerie nationale dans un domicile au moment où ils se préparaient mystiquement pour mener des attaques sur les axes Boisflé-Zionoula et Boisflé-Issia. En leur possession, 2 fusils de type Kalachnikov, 3 chargeurs et 238 munitions. Surpris dans leur cachette, ils ne mettent pas de temps pour passer aux aveux en confessant le nombre d'attaques déjà commises. Première fois, ça me fait longtemps, ça c'était à Iré. Maintenant, déjà, ça c'était sur la route de Yamoussoukro. Pour moi, ça fait 2 ans, mais je ne viens pas chaque fois parce que la dernière fois quand on est venu, il y a eu 75 000. Après leur confession, le 9e élément du gang sera interpellé dans la localité d'Angovia dans la région de Boisflé. Cette opération réussie par les hommes du général de brigade Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le coupeur de route dans les départements de Boisflé, Vavois, Diokoué et Man. Dénommée Hippopotamus, l'opération continue de porter des fruits avec des interpellations de présumés coupeurs de route à Zoukoubé et Diokoué et une saisie d'armes à Vavois.
Nigeria, 1500 jeunes à l'assaut des prochaines élections générales. Ils ont tous entre 25 et 30 ans et veulent être députés ou présidents. L'arrivée de ces nombreux jeunes candidats est liée à une loi votée en mai 2019. Elle revoit à la baisse l'âge des candidats aux élections. Désormais, il faut avoir au minimum 35 ans pour être candidat à la présidentielle au lieu de 40, 30 ans pour les aspirants gouverneurs et 25 ans pour la Chambre des représentants et les assemblées locales. L'actualité internationale de ce lundi est également marquée par la candidature du président algérien Abdelaziz Bouteflika à sa propre succession et par le retard de la distribution des cartes d'électeurs au Sénégal. Ojon Télé Soro et Alexis Ouedraogo. À 13 jours du scrutin présidentiel, plus de 250 000 Sénégalais n'ont pas encore leur carte d'identité biométrique. Selon le groupe de recherche et d'appui Conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, ce retard serait lié au dysfonctionnement de la distribution précipitée des dits documents. Le ministère de l'Intérieur lui indique que le retrait des pièces se fait de manière transparente et court jusqu'à la veille du 24 février, jour de vote. Abdelaziz Bouteflika, candidat à sa propre succession. Comme en 2014, il ne compte pas intervenir durant la campagne électorale. S'il est réélu, il envisage axer son mandat sur l'économie et la jeunesse. Âgé de 81 ans, Abdelaziz Bouteflika reconnaît une diminution physique qui n'entrave pas sa volonté de servir son pays. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel de la droite s'opposant à la démarche de Pedro Sanchez, chef du gouvernement. Les manifestants rassemblés sur la place Colón ont signifié leur désapprobation à l'ouverture du dialogue aux indépendantistes catalans. Le procès de 12 anciens dirigeants indépendantistes inculpés pour une tentative de sécession de la Catalogne devrait se tenir cette semaine. Retour en Côte d'Ivoire pour parler culture. Le 39e Popo Carnaval de Beaunois va se tenir autour des notions de valeurs culturelles et traditionnelles pour une cohésion sociale durable. Le Popo Carnaval permet de magnifier la culture dans toute sa composante. Il va se tenir cette année du 22 mai au 5 juin. Isaïo. Sont des tam-tams et des pas de danse pour valoriser la culture abourée. Nous sommes au cœur du plateau, précisément à la Bibliothèque nationale, au lancement de la 39e édition du Popo Carnaval de Beaunois, localité située à 50 km d'Abidjan, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour cette édition, de nombreuses innovations sont annoncées. Il faut dire qu'il y aura d'abord une journée dédiée à la classe d'âge, ensuite il y aura une journée de la diaspora, ensuite il y aura aussi le Popo Théâtre. Nous allons mettre en place une troupe théâtrale qui va porter le nom de notre artiste, Adé Daniel. Et il y aura aussi le Popo du Riz. Festival annuel, le Popo Carnaval célèbre la culture abourée dans toute sa diversité et prône l'union entre les différents peuples vivant à Beaunois. Cette année, un accent particulier est mis sur la cohésion sociale dans la cité de l'Anana. Oui, Beaunois est situé à un endroit qui est un carrefour. C'est un passage inévitable pour toutes les personnes qui veulent se rendre au-delà de Beaunois, c'est-à-dire à Boisseau et autres. Donc, Beaunois se doit d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour pouvoir accueillir un tant soit peu les personnes qui désirent s'y arrêter. Le Sud Comoé, c'est au kilomètre carré, chaque fois vous avez un roi. Pouvoir rassembler tous les rois dans un seul royaume, ce n'est pas évident. Mais une fête de génération, comme le Popo Carnaval, qui sort effectivement de fête des ignames, est une chose essentielle pour nous. Il y a du contenu et nous partageons cela avec tous les Ivoiriens. C'est un événement de rassemblement et j'estime qu'il était important que j'apporte ma modeste contribution à mon niveau pour la réussite de cet événement dont la réputation a aujourd'hui dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Le Popo Carnaval 2019 est prévu du 22 avril au 5 mai à Beaunois. Pour cette édition, les organisateurs attendent 1 million de visiteurs. La musique
musique ivoirienne a perdu un acteur de taille. L'artiste musicien chanteur Zakri Noël s'est éteint hier dimanche. Zakri Noël faisait partie des valeurs sûres de la musique ivoirienne qui se sont illustrées dans les années 70 à 80. Il a été décoré en 2018 pour l'ensemble de sa carrière et bénéficiait d'une pension mensuelle offerte par l'État aux gloires de la culture ivoirienne. Serge Coléa. Il était considéré comme l'une des plus belles voix de l'histoire de la musique ivoirienne. Zakri Noël a bercé des générations entières de mélomanes ivoiriens et africains dans les années 70 à 80. L'auteur du tube à succès Super Yohou s'est révélé au grand public grâce au concours organisé par la Loterie nationale. Sa chanson, du même nom, a fait le tour de la Côte d'Ivoire. Né le 14 janvier 1947 à Mandouda-Gayo dans le département de Gagnoa, Zakri a connu une carrière jalonnée de succès et de périodes creuses. Frappé d'un AVC en 2014, l'artiste était malade depuis 5 ans. Il est décédé au petit matin du dimanche 10 février. Zakri Noël a été fait officier du mérite national par la grande chancelière de Côte d'Ivoire le 9 août 2018. Il faisait également partie des gloires de la musique ivoirienne qui bénéficient de la pension mensuelle de 300 000 francs CFA du chef de l'État. Il laisse derrière lui une épouse qui l'aura soutenu jusqu'au bout. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. Retrouvez Marine Cognan à 23 h et toujours plus d'actualités sur les www.rti.ci. Bonsoir et à demain.